Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur réussir le lancement de votre logiciel SaaS. Quelle stratégie marketing déployer? Il est 11h00. Je vais vous mettre un petit mot dans le chat pour voir déjà si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Bonjour à tous. Voilà, n'hésitez pas à nous remonter s'il y a un petit souci de son. Et puis, si c'est tout bon, on va pouvoir démarrer pile à l'heure. Voilà, a priori, vous êtes plusieurs connectés. Vous voyez bien nos messages sur le chat. J'attends juste une petite confirmation. On vous voit bien, on vous entend bien, c'est parfait. Bonjour à tous, merci de votre participation. Donc, je suis Gwendoline Gadefouin, je suis directrice conseil chez Magnetic Way. Je suis accompagnée de Charlène Brindeau et Hervé Schlouraf. Et on va parler aujourd'hui de lancement de solutions SaaS et de la stratégie marketing qu'on peut mettre en place pour accompagner ce lancement. Je vais vous partager le sommaire. On va juste un slide pour vous présenter Magnetic Way et vous dire qui on est. On parlera donc de la préparation du lancement, comment travailler, étudier, valider le marché en amont, réfléchir à la partie positionnement et définir les objectifs et la trajectoire. On parlera après plutôt d'une partie plus opérationnelle, comment structurer son activité marketing et commerciale, quel plan marketing mettre en place. Et enfin, Hervé interviendra sur les tops et les flops des lancements pour du coup, illustrer les propos. Et on terminera par un échange de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions dans le chat. On y répondra plutôt à la fin de session. On aura le temps, on gagnera du temps pour ça. Parfait. Alors, du coup, quelques mots sur Magnetic Way. Donc, on est une agence marketing conseil et opérationnel. Donc, on allie le conseil et l'opérationnel. On est orienté marketing digital et on s'adresse essentiellement donc, aux éditeurs de logiciels, aux ESN et aux cabinets de conseil. Parmi notre palette de métiers, on va travailler sur le référencement naturel, le référencement SEO. On va accompagner les entreprises à avoir des bonnes positions dans Google. On va travailler les refontes de sites, soit du relooking ou soit des créations de sites de A à Z, plutôt en environnement WordPress. On travaille sur la partie content marketing avec un spécialiste éditorial IT, un ancien journaliste, qui fait des contenus du coup de grande qualité. On est aussi expert en acquisition SIA et social ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Meta. On fait même du Reddit parce que du coup, dans la cible éditeur, c'est assez pertinent. Et on a un super studio graphique qui fait des chartes graphiques originales et modernes et innovantes pour les éditeurs. Et enfin, on est partenaire de Webmécanique et de HubSpot pour vous accompagner dans la partie marketing automation, CRM et alignement avec la partie commerciale. Et on travaille également en anglais. On accompagne des entreprises étrangères à venir s'implanter sur le marché français et en espagnol également. Voilà. Si on parle donc de lancement de solutions SaaS, on va avoir souvent deux profils. On va être souvent une start-up ou une ESN qui a développé une solution et qui veut la commercialiser. Souvent, c'est une première solution. On n'est pas forcément rodé au lancement de solutions logicielles. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. On peut également être un éditeur qui a déjà une solution sur le marché et qui veut lancer une nouvelle offre pour faire plutôt de l'upselling ou développer un nouveau marché, aller attaquer une nouvelle niche. On va essayer de prendre en compte ces différents profils. Il y a peut-être des cas qu'on n'a pas envisagés, mais je pense que 95% des profils qu'on a aujourd'hui rentrent dans ces deux cases. Donc, du coup, comment on va préparer son lancement? Charlène, je te laisse la parole. Bien sûr, merci Gwendoline. Donc moi, c'est Charlène. Je suis
consultante marketing IT chez Magnetic Way et donc j'accompagne nos clients, principalement des éditeurs ou des ESN dans le déploiement de leur stratégie marketing. Et je vous propose qu'on commence ensemble aujourd'hui dans la notion de bien se préparer en amont, donc bien préparer son lancement et de regarder ensemble les différents points et différentes étapes phares pour pouvoir réussir ce lancement de produit. Donc, la première étape, qui est une étape qu'on a peut-être tendance des fois à négliger, voire à bâcler, c'est la validation de votre marché. Pourtant, c'est vraiment une étape essentielle pour pouvoir réussir votre lancement de produit. Il y a plusieurs éléments sur lesquels vous devez vous concentrer. La première chose va être de bien cartographier votre marché. Quelle est sa taille, quelles y sont les dynamiques à l'œuvre, quels sont les acteurs clés. Par exemple, si vous ciblez des PME ou des ETI, ou encore si vous souhaitez vous implanter sur le marché français ou cibler des marchés européens, la taille du marché et les dynamiques à l'œuvre vont être différentes. Le second point va être l'analyse de vos concurrents, étudier leur offre, leur positionnement et détecter également leurs points faibles, les angles morts où vous allez pouvoir apporter quelque chose de différent. Dans cette notion d'analyse des concurrents, c'est finalement de ne pas se dire « je vais analyser mes concurrents pour les copier », mais je vais analyser mes concurrents pour savoir comment mieux me positionner et comment pouvoir proposer quelque chose de différent en atteinte et aux réponses de ma cible. En parlant de cible, justement, l'identification de vos personas. L'identification de vos personas, sur ce point-là, ce n'est pas de façon théorique que vous devez travailler, mais vraiment avoir cette notion de retour terrain, d'aller directement au contact de vos cibles pour pouvoir échanger avec eux, identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien, les différentes frustrations, ou encore quels sont leurs objectifs. Et dans ce cadre-là, ce qu'on a l'habitude de mener chez Magnetic Way quand on accompagne nos clients, c'est d'aller directement au contact de ces cibles, de vos potentiels prospects en réalisant par exemple des interviews. C'est vraiment une manière directe d'aller au contact du terrain et de récupérer ces insights précieux pour la construction de votre positionnement, la construction de votre offre et encore une fois la validation de ce marché avant de pouvoir lancer votre produit. Finalement, pour relancer cette notion de stratégie qu'on va appeler go-to-market pour le lancement de votre produit, il va falloir vraiment respecter ces différentes étapes, ces différents critères pour identifier finalement quelle va être ma cible, où est-ce que je vais, sur quel marché je souhaite m'implanter, comment je vais le faire et par quel message je vais communiquer. Donc, c'est vraiment une étape, comme je disais en amont, une étape clé. Et cette étape va finalement vous permettre d'éviter de cibler le mauvais segment. Ça va vous permettre d'être pertinent dès le début et donc d'éviter de perdre du temps et d'éviter de perdre de l'argent. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, un élément essentiel pour vous d'aller directement au contact du terrain, de récupérer des insights précieux par rapport à vos cibles et donc finalement, derrière, d'adapter les bons messages et de parler le même langage que vos futurs clients. C'est aussi dans cette notion de cartographie du marché de pouvoir bien analyser là où vous avez une carte à jouer. Quelle est la différence que vous allez apporter sur le marché? Quelle est la différence qui va être également visible auprès de votre cible? Et enfin, dans toutes ces étapes clés, ça va être aussi un moyen pour vous de pouvoir identifier les actions marketing et commerciales qui vont vraiment vous aider à convertir. Donc, être présent au bon endroit pour vos cibles, mais aussi sur les canaux d'information sur lesquels ils sont présents et d'activer finalement derrière les bons leviers pour pouvoir transformer et atteindre les objectifs que vous aurez identifiés par rapport à ce lancement de produit. Et c'est dans cette étape, Camille soulève une question dans le chat sur l'importance de définir un ICP, donc Ideal Customer Profile versus un persona. Et c'est vraiment dans cette étape où on va identifier les segments de marché pour lesquels l'offre et le discours vont apporter une réponse vraiment importante, qui vont devenir vos segments prioritaires, ceux que sur lesquels vous allez pouvoir faire les premières ventes, parce que c'est là où ce sera le plus facile. Tandis que les personas, Camille, vont être davantage centrés sur les différents profils qui vont participer au cycle de vente et donc à la décision. Et là, on sera davantage centré sur leurs besoins individuels. Le besoin, les enjeux du DSI ne sont pas forcément ceux d'un promoteur de type chef de projet ou peut-être d'un interlocuteur métier qui est le demandeur initial
mais le projet passe aussi par la DSI. Donc là, on traitera les enjeux spécifiques individuels aux personas, mais au global, on aura un profil idéal du client qui sera peut-être, je ne sais pas, une entreprise dans le secteur industriel entre 50 et 100 salariés, par exemple. Tout à fait, c'est très juste. Et ce qui est intéressant aussi dans cette notion d'identifier des personas, par exemple, j'ai accompagné un éditeur de solutions logicielles dans le lancement d'un nouveau produit. Et finalement, derrière, quand on a travaillé au niveau des personas, on s'est aperçu qu'on pouvait à la fois avoir des user personas, donc ceux qui vont utiliser directement le logiciel, mais on a aussi des buyer personas et que ces personnes-là vont intervenir plutôt dans le processus de décision. Et là, encore une fois, c'est vraiment essentiel de bien identifier auprès de votre cible quelles sont les différentes parties prenantes, quels sont les différents acteurs qui vont intervenir. Et là, dans le cas du client que je vous parle, c'est vrai que ça a été vraiment un élément clé, puisque même dans cette stratégie de lancement, on a pris le parti de d'abord faire une stratégie de lancement où on va aller convaincre finalement les utilisateurs de la solution, donc avec des messages qui sont vraiment appropriés, de vraiment répondre à leurs attentes. Et dans une seconde phase, d'aller plutôt travailler une communication à destination des buyer personas. Encore une fois, comme on l'expliquait très justement juste avant, les objectifs vont être différents et donc derrière notre communication, les arguments clés, les arguments de valeur que vous allez pouvoir partager vont être aussi différents. Et encore une fois, même au niveau des canaux de communication, tout est lié au niveau des canaux d'information. Peut-être que les utilisateurs de la solution vont être présents sur un site en particulier ou sur un canal d'information que vos buyer personas ne sont pas. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un travail important à faire au niveau de cette identification de votre cible. Et encore une fois, vous pouvez avoir à la fois des utilisateurs de votre solution logicielle et des buyer personas qui vont plutôt intervenir dans le processus de décision. Ensuite, la seconde étape, ça va être de bien définir finalement votre positionnement avant d'agir. Donc, il y a cette notion de pourquoi, quelles sont finalement derrière les bonnes questions à vous poser avant de vous lancer dans cette notion de construction d'un positionnement qui va être clair, différenciant et distinctif. La première chose, c'est finalement de regarder la cohérence que vous avez par rapport à votre portefeuille de marque existant. Est-ce que le lancement de ce nouveau produit, de ce nouveau logiciel va s'inscrire finalement dans une continuité, dans un portefeuille de marques de logiciels qui est déjà existant? Ou est-ce qu'à contrario, vous allez plutôt prendre un virage stratégique et décider d'aller cibler un nouveau marché? Cette question est vraiment déterminante puisque derrière, ça va décliner et découler plusieurs autres questions et vraiment de pouvoir construire finalement la bonne stratégie derrière. Par exemple, si on parle d'un format de diffusion, si on parle de création de site, est-ce que ce nouveau produit, ce nouveau logiciel va s'inscrire dans mon site actuel avec la présence des autres marques de mon portefeuille ou est-ce que finalement, je vais devoir créer un site dédié à part pour pouvoir avoir une communication différenciante et avoir un ciblage de marché qui l'est également. Donc ça, c'est vraiment l'étape clé dans la notion de positionnement par rapport à l'existant. Comment j'intègre ce nouveau lancement de produit, ce nouveau logiciel SAS par rapport à mon existant. Et en parallèle, il y a cette notion de se poser les bonnes questions en termes de communication, en termes d'identité, en termes de promesses. Le nom que vous allez choisir pour votre nouveau logiciel, finalement, est-ce que derrière, il va bien refléter les valeurs que vous souhaitez partager? Est-ce qu'il est suffisamment compréhensible et distinctif pour votre cible? Il y a un petit test qui est assez rapide à faire. Si en 10 secondes, on n'est pas capable de comprendre ce que vous faites, c'est que finalement, derrière, vous allez devoir retravailler. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon nom de produit derrière. Et encore une fois, cette notion d'identité de promesse, elle est en lien avec ce que l'on disait juste au-dessus. Par exemple, si vous souhaitez lancer un nouveau logiciel et que vous êtes un éditeur qui propose déjà d'autres logiciels, vous faites peut-être partie même d'un groupe. Là, c'est un cas client que j'ai eu récemment, qui est un éditeur de logiciels qui appartient à un grand groupe, donc avec une plétude de solutions logicielles et qui a fait un lancement de produits sur un nouveau marché, une nouvelle cible. Et finalement, dans la construction du nom, dans la construction de l'identité derrière,
on a pris le parti de faire aussi écho au groupe et donc d'ajouter le nom du groupe dans le nom du logiciel pour garder finalement cette cohérence en termes d'identité de marque, cette cohérence en termes de valeur et cette cohérence en termes de promesses globales au sein du groupe et au sein de ce nouveau logiciel. Donc, il y a vraiment, tout est lié et c'est vraiment essentiel en tout cas de bien définir cette notion d'identité de promesse et surtout, puisque c'est en lien, cette notion de perception en externe. C'est-à-dire que est-ce que finalement votre cible elle va comprendre ce que vous proposez? Est-ce que la manière dont vous avez pensé votre identité, vous avez pensé le nom de votre produit en interne, est-ce que finalement à l'externe la perception est bonne en termes de compréhension à la fois au niveau du nom et en termes de compréhension aussi en termes de positionnement? Et donc ça encore une fois, c'est vraiment essentiel d'aller directement récupérer des insights de terrain. Vous pouvez par exemple aller réaliser des sondages, vous pouvez réaliser peut-être des ateliers avec certains de vos prospects, vous pouvez également peut-être organiser un jeu concours pour essayer de tester un petit peu le nom que vous avez choisi, est-ce qu'il est bien perçu par votre cible. Donc ça, c'est vraiment cette notion de pourquoi, de bien travailler, de bien vous poser les bonnes questions en amont. Et ensuite, il y a cette notion de comment. Une fois que je me suis posé les bonnes questions pour construire ce positionnement qu'on a défini comme positionnement clair et distinctif, derrière, comment je vais réussir à le construire. Et sur cette étape-là, il y a effectivement plusieurs aspects que vous devez valider en amont pour être sûr de ne pas avoir omis certaines phases qui sont pourtant essentielles avant de vous lancer. La première phase et la première étape, c'est vraiment cet alignement de votre positionnement par rapport à l'existant, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Est-ce que vous avez déjà un portefeuille de marque, une gamme de logiciels qui est déjà existante ou pas? Et derrière, de pouvoir bien vous aligner par rapport aux valeurs, par rapport à la promesse et par rapport aussi à la manière dont vous souhaitez vous positionner en tant qu'éditeur. Et en parallèle, cette notion de choisir le bon format de site, le bon format de diffusion qu'on disait tout à l'heure, et garder en tête de se dire que quand on va prendre parti de créer un nouveau site pour ce nouveau lancement de produit, ça va aussi sous-entendre d'avoir un budget marketing alloué qui va être plus important, puisqu'il va falloir dégager davantage de ressources pour créer ce nouveau site. Si vous intégrez ce site par rapport à un site qui est déjà actuel, vous allez effectivement pouvoir mutualiser les ressources. Donc, dans ce choix du bon format de diffusion, ça va aussi impacter finalement vos différents objectifs et vos différents budgets, et on y reviendra juste après. Troisième étape qui est clé, c'est cette notion de naming. Alors, quand on parle de naming, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, de choisir le bon nom, de choisir la bonne promesse, la bonne baseline derrière. Et il y a vraiment toute cette stratégie de naming qui est importante à travailler en amont. Donc là, on ne l'a pas détaillé, mais il y a une vraie stratégie. Il faut vraiment prendre du temps quand vous allez construire vraiment le nom que vous allez choisir pour votre produit. Et comme je disais encore une fois, et je réinsiste dessus, c'est vraiment cette notion de perception en externe. Parce que si finalement vous avez trouvé un super nom qui vous parle, mais que derrière votre cible n'adhère pas à ce nom de produit, finalement vous n'allez pas réussir ce lancement et il va y avoir vraiment un problème de perception et vraiment quelque chose de trop important pour finalement réussir derrière les objectifs que vous aurez alloués à ce lancement de produit. Et ensuite, il y a cette notion de vérifier finalement la disponibilité de votre nom, à la fois à l'INPI, mais aussi en termes de nom de domaine. Vous pouvez avoir trouvé un super nom, mais que finalement vous vous rendez compte que le nom de domaine n'est pas disponible, finalement ça peut faire échouer votre stratégie. Et ça, une petite parenthèse sur cette notion de nom de domaine, quand vous allez commencer à travailler et rechercher est-ce que le nom que vous avez choisi, le nom de domaine est disponible derrière. Vraiment, il va falloir aussi ne pas hésiter à aller acheter un nom de domaine qui est peut-être déjà pris. Par exemple, si jamais vous avez un nom de domaine qui n'est pas disponible et qui est à vendre, posez-vous la bonne question d'investir aussi du budget pour aller récupérer ce nom de domaine-là. Voilà, c'est aussi ce qui est fort, hein, c'est-à-dire que vous investissez dans un nouveau logiciel, donc derrière, vous y croyez. Est-ce que cet investissement-là ne vaut pas aussi de réinvestir un peu de budget pour aller récupérer un nom de domaine qui est peut-être déjà disponible?
Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et quand on parle aussi de vérifier finalement la disponibilité du nom, il y a aussi cette notion de tout ce qui va être aspect plutôt juridique au niveau de la structure juridique, de l'entité juridique derrière qui va porter ce nouveau logiciel. Est-ce qu'effectivement l'entité juridique va être déjà existante ou est-ce que vous avez la nécessité de créer une nouvelle identité juridique et donc derrière, est-ce que aussi ce nom d'identité est également disponible? Et enfin, il y a cette notion un petit peu plus d'international. Donc, si vous avez une cible plutôt multilingue, de bien vérifier la connotation, notamment au niveau de votre nom. Par exemple, si vous choisissez un nom qui est francisé, est-ce que c'est quelque chose qui va parler à vos cibles peut-être sur d'autres marchés européens? Ou encore une fois, si vous avez un nom qui est plutôt sous un anglicisme, est-ce que ça va être suffisamment compréhensible pour votre cible sur un marché français? Est-ce que vous allez aussi avoir derrière la bonne prononciation qui peut aussi jouer dans la perception finalement du nom que vous aurez choisi pour votre logiciel. Donc ça, c'est vraiment cette notion de comment construire son positionnement. C'est vraiment stratégique pour vous. N'oubliez pas cette notion de bien travailler en amont la stratégie de naming pour votre produit et de tester avant de déployer. Ça vous évitera finalement des mauvaises surprises. Allez tester, allez communiquer, allez échanger directement à votre cible pour valider le bon choix de nom, la bonne promesse, le bon positionnement avant de vous lancer et d'investir davantage de budget. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de construire. Je regarde en parallèle s'il y avait des questions, mais je pense qu'effectivement, on pourra y revenir par la suite. J'ai répondu, Charmaine, et puis j'ai proposé pour celle d'Émilie, qui est plus vaste et qui rejoindra ce qu'on verra avec les tops et les flops à la fin. Sur la partie du nom de domaine, en effet, si on a une ambition internationale, si on démarre et qu'on achète le .fr, c'est très bien, mais il faut penser à son ambition internationale, acheter le .com au plus tôt et même le racheter s'il appartient déjà à quelqu'un et vérifier qu'il est disponible avant de choisir son nom définitif. C'est important. J'ai déjà eu des cas comme ça où on était bloqué, le .com n'était pas disponible et n'était pas possible de le racheter. Donc, il faut vraiment anticiper toutes ces choses-là qui sont assez contraignantes. Tout à fait. Et donc, une fois qu'on a bien validé ce marché en amont, qu'on a bien défini son positionnement, il va être temps maintenant de définir vos objectifs marketing et d'avoir finalement une trajectoire claire pour pouvoir lancer votre produit. Ce qu'on va regarder là ensemble, c'est que finalement, quand on parle de trajectoire derrière, il y a plusieurs phases qu'il ne faut pas négliger. On ne va pas se cantonner au lancement, mais il va vraiment falloir travailler sur cette notion de pré-lancement et de post-lancement également. Donc, ce que vous devez cadrer au niveau de vos objectifs marketing, ça va être dans un premier temps votre budget. Quand on parle de budget marketing, il faut bien penser que celui-ci doit être suffisamment constant, enfin suffisamment important pour que vous puissiez derrière finalement répondre à vos objectifs. Un budget qui doit être suffisamment important pour pouvoir aller tester différents canaux, aller tester différents messages. Il ne faut pas être trop juste finalement dans la vision de votre budget marketing parce que on est finalement des fois confronté à certains clients qui nous sollicitent auprès de l'agence pour les accompagner dans un lancement de produit, mais avec un budget marketing qui est parfois trop limité. Et donc, derrière, par rapport aux actions qu'on va pouvoir proposer, on va également être limité. Donc, ayez vraiment, ne négligez pas cette partie en termes de budget marketing et surtout, essayez de prévoir suffisamment pour pouvoir répondre à vos objectifs, pour pouvoir répondre à vos ambitions et que ce budget puisse être capable finalement de soutenir la croissance de votre business. Donc, c'est vraiment une étape clé et c'est des fois un élément quand on regarde la construction des coûts globaux au niveau du lancement de produits, on a tendance des fois à sous-estimer l'investissement marketing, mais encore une fois, ça va vraiment être essentiel pour pouvoir derrière activer les bons leviers. On le disait tout à l'heure, il y a cette notion de trajectoire de croissance et au niveau de cette trajectoire de croissance et au niveau des différentes étapes, il va être essentiel sur chaque phase de bien définir vos objectifs et vos indicateurs de performance. Et quand on parle d'objectifs, on va parler d'objectifs qui sont smart, bien sûr, mais surtout des objectifs qui sont actionnables. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler en termes d'objectifs d'être visible sur LinkedIn, de réussir à avoir tant d'abonnés sur mes réseaux. Bien sûr, il faut vraiment parler d'objectifs qui sont mesurables en termes de nombre de leads, en termes de nouveaux testeurs, par exemple, de votre solution logicielle, en termes de nombre de rendez-vous qualifiés, parce que c'est finalement ces objectifs-là qui vont driver derrière vos décisions
et pas forcément les chiffres qui font joli dans un reporting marketing du nombre de vues sur un post ou autre. Donc, vraiment, ayez cette notion de priorité business au cœur du suivi de vos objectifs et au suivi des indicateurs de performance. Si on essaie de regarder un petit peu au niveau de cette définition des objectifs, qu'est-ce qui est essentiel? C'est encore une fois de ne pas tout attendre du lancement. C'est vraiment un travail qui doit être fait en continu. Et même dans la phase de post-lancement, de continuer derrière à bien suivre en faisant des points réguliers, en essayant de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, finalement être à l'écoute du terrain pour pouvoir finalement définir et regarder s'il y a des signaux d'alerte qui doivent être pris en compte. Et derrière, la nécessité pour vous de pouvoir intervenir rapidement, ajuster votre stratégie, hein, parce que finalement, quand on parle de construction d'un lancement de produit, tout ne va pas se faire dans la phase de lancement, mais tout aussi doit être vivant. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus vivant hein, quand vous construisez votre lancement de produit. Vous devez être capable d'ajuster votre stratégie et de ne pas rester cantonné à vos objectifs de base, mais surtout d'être à l'écoute du marché et de répondre, d'ajuster à la fois vos actions marketing et communication, mais peut-être également ajuster d'autres aspects autour de votre solution logicielle. Et donc, pour conclure, si on regarde un petit peu quelles sont les différentes erreurs qui peuvent faire finalement échouer votre stratégie go-to-market, c'est des choses aussi qu'on a pu aussi voir par rapport aux différents clients que l'on a accompagnés dans le cadre de ce type de stratégie. La première chose, c'est des fois d'aller trop vite, de lancer son nouveau logiciel marketing sans finalement derrière avoir récupéré des insights terrain, d'avoir vérifié que ce que vous allez proposer va répondre réellement à un besoin identifié sur le marché, ou encore finalement de se précipiter pour aller chercher des nouveaux clients sans avoir en amont validé leurs besoins, d'aller travailler, identifier quelles sont leurs attentes. Et là, on fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'identifier les buyers persona dans une première phase pour que derrière, vous puissiez être pertinent en termes de réponse, que ce soit en termes d'offres que vous allez proposer et en termes de messages, de communication et d'actions marketing derrière qui vont découler. La deuxième erreur assez fréquente, c'est finalement d'avoir un positionnement qui est mal travaillé, d'avoir mal défini en amont votre promesse, d'avoir mal défini en amont la manière dont vous allez communiquer en ayant un discours qui peut être des fois trop interne et qui ne répond pas, qui n'utilise pas les bons mots, le langage qui va parler votre cible derrière, ou encore une fois d'avoir choisi les mauvais canaux de communication. Et enfin, la troisième erreur, c'est cette notion de manque d'écoute, donc de ne pas écouter les signaux venus du terrain, de ne pas adapter votre stratégie par rapport aux signaux d'alerte que vous avez pu avoir. C'est ce qu'on disait précédemment. Dans toute cette construction au niveau de votre lancement de produit, dans toutes les phases qu'on a identifiées juste en amont, de pré-lancement, de lancement et de post-lancement, l'essentiel pour réussir cette stratégie de go-to-market, c'est vraiment d'être à l'écoute du marché. Les équipes qui finalement vont réussir ce lancement de produit ne sont pas forcément celles qui vont rester figées sur le plan initial, sur ce qu'on aura défini en amont, mais ça va être les équipes qui vont être capables de s'ajuster et d'être surtout à l'écoute du marché. C'est vraiment, encore une fois, je réinsiste dessus, je le disais tout à l'heure, la construction d'une stratégie go-to-market de lancement de produit, c'est un processus vivant. Et il faut effectivement bien être à l'écoute des signaux que vous allez avoir. Par exemple, là, sur un client que j'accompagne actuellement sur un lancement de produit, la manière dont nous, on va suivre et on va être capable de s'ajuster, on a prévu et dans toutes les phases du lancement des points réguliers. Donc, on a des points hebdomadaires qui nous permettent de faire le point à la fois d'un point de vue stratégie opérationnelle, mais aussi d'un point de vue indicateur de performance, où est-ce que nous en sommes. Et des points plutôt trimestriels où on va regarder aussi en détail finalement les différents signaux, les différents indicateurs marketing qui sont remontés et derrière de pouvoir être réactif, c'est-à-dire de ne pas attendre plusieurs semaines avant de rajuster un message, de ne pas attendre plusieurs semaines en se rendant compte qu'on a lancé une action de communication qui n'a peut-être pas obtenu les bons résultats, mais comment l'optimiser, comment l'améliorer, comment allouer mon budget marketing de façon optimale pour pouvoir au maximum activer les bons leviers marketing et de communication derrière. Merci Charlène. Du coup, je vais prendre la suite. Donc, on va parler maintenant de la planification du lancement. Donc, il va y avoir deux points assez intéressants. La partie structurer l'activité marketing et commerciale et plutôt la partie plan marketing. Quel plan marketing je mets en place?
pour vous donner une idée, ce que j'appelle la big picture de tous les outils dont vous allez avoir besoin pour un lancement, pour une solution SaaS, quand on est dans le digital. Pour moi, l'élément clé, ça va être votre site web, ça va être votre commercial 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut qu'il soit moderne, il faut qu'il ait une charte graphique innovante, une UX bien pensée avec un parcours visiteur et surtout qu'il soit orienté conversion, qu'il y ait des landing pages, qu'on puisse télécharger un document. Et donc, du coup, ça va être important d'avoir rapidement des contenus à télécharger, un e-book, un livre blanc pour pouvoir orienter ce site sur la conversion, demander des démos. C'est assez essentiel. En amont de cette partie site web, il va y avoir toutes vos campagnes digitales. Des sponsors, campagnes sponsors sur Google, sur LinkedIn, des posts organiques sur votre page entreprise LinkedIn. Tout ça va permettre de générer du trafic sur votre site web. Une chose essentielle, ça va être la mise en place d'un CRM. Un fichier Excel ne va pas être suffisant. Vous allez avoir des prospects, des listes de prospects à gérer, vos premiers clients, vos facturations à réaliser. Le CRM, c'est vraiment votre atout pour pouvoir suivre toute cette partie-là. Ce qu'on recommande également, c'est la mise en place d'un outil de marketing automation qui va vous permettre de gérer vos listes de suspects, vos listes de prospects, faire du nurturing, envoyer des emails. Mais potentiellement, ça peut arriver dans un second temps, le CRM à prioriser étant plus important. Le marketing automation va pouvoir arriver une fois qu'on a peut-être fait la phase de lancement, qu'on a déjà un petit peu des listes, mais c'est à mettre en place assez rapidement parce qu'on va être bloqué pour envoyer des emailing, pour avoir une automatisation marketing assez fluide et pertinente. Voilà pour vous donner une idée de l'ensemble des outils à mettre en place. Si on pense du coup organisation marketing et commerciale, on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'on internalise ou est-ce qu'on externalise? Souvent, si on est une ESN ou un éditeur, on n'a pas forcément ces fonctions en interne. Et donc, du coup, on peut faire le choix plutôt de mettre du budget marketing sur un plan de lancement, mais pas forcément recruter plusieurs personnes au marketing. On peut s'appuyer sur des agences pour externaliser. Quel est l'avantage entre l'internalisation et l'externalisation? L'avantage pour la partie marketing, ça va être de maîtriser le déroulement du plan marketing si on le fait en interne, de former vos collaborateurs sur le long terme. Vous pouvez par exemple prendre un stagiaire ou un alternant et le faire monter en compétences pour le recruter et vous appuyer sur des personnes expertes. Donc là, on serait sur un mode hybride avec un fonctionnement interne et une agence pour soutenir en termes d'expertise. Ou faire le choix de faire une totale externalisation de la partie marketing. C'est ce qu'on fait avec beaucoup de nos clients. L'avantage, c'est qu'ils bénéficient de différents profils experts qu'ils n'auraient pas pu recruter en interne. Sur la partie commerciale, ça va être un peu la même problématique. On n'est pas sur un lancement de produit à même de financer un commercial à temps plein. On peut peut-être choisir d'avoir 1 jour ou 2 jours par semaine une responsable marketing externalisée, ce qui va permettre de maîtriser les coûts, mais qui va quand même permettre d'initier une structure, une méthodologie, des scripts et mettre en place les premiers outils de pilotage. L'avantage de le faire en interne, c'est qu'on va pouvoir structurer l'activité commerciale dès le début, former vos collaborateurs sur le long terme et bien maîtriser le discours. Mais c'est vraiment une question de budget et c'est vrai qu'on peut externaliser les 2 fonctions et on travaille, nous, avec des commerciaux externalisés et ça fonctionne bien également. Voilà un petit peu le cœur du sujet, le plan marketing ambitieux. Donc, comme le disait Charlène, il va falloir allouer un budget à votre plan marketing. C'est vrai que ça peut aller assez vite. Si on parle par exemple de Google Ads ou de LinkedIn Ads, en dessous de 800 000 € par mois, ça va être difficile de faire des choses. Donc, là, je vous donne des pistes. Après, ça va être à vous en fonction de votre budget, de créer, de mettre plus ou moins d'engagement selon les choses. Un salon, clairement, c'est entre au moins un billet de 10 000 €. Donc, voilà, il va falloir anticiper ces choses-là. Donc, déjà, on va initier des actions de fond dès le début. Et donc, on va
mettre en place un site web de qualité, ce que je disais, qui soit bien structuré, qui ait un vrai parcours utilisateur, que vous puissiez, vous, avoir la main sur votre site web pour le mettre à jour, pour rajouter des pages, toujours dans cette démarche SEO. Donc, rajouter des articles de blog, rajouter des pages SEO, rajouter des cocons sémantiques. Donc, pensez bien à cette partie SEO dès le début. Essayez d'aller chercher des places dans Google et c'est quelque chose qui met du temps. Donc, il faut l'initier dès le début, pas avoir juste un petit site vitrine avec 4 pages qu'on ne peut pas maintenir, qu'on ne peut pas faire évoluer. On va rapidement être bloqué. Et en parallèle, il faut penser aussi netlinking. Donc, c'est quelque chose d'important dans le SEO. Avoir des liens sur des pages, sur des sites pertinents à votre secteur d'activité pour pouvoir soutenir votre site web et toute votre démarche SEO. Donc ça, ce sont les actions à initier dès le départ. Et on va avoir toutes les actions, le package d'actions pour la partie plan de lancement. Donc, dans cette phase de lancement, on peut recommander de créer un communiqué de presse. Donc, vous pouvez le faire avec des agences de relations presse. Vous pouvez également le rédiger par vous-même et l'envoyer à des relations. L'avantage des relations presse, c'est qu'elles auront un carnet d'adresses plus soutenu. Si on veut aussi un ROI plus immédiat, on peut faire des articles sponsorisés. Donc, par exemple, avec DAFMAG ou Le Monde Informatique, choisir des articles sponsorisés, rédiger un article qui parle de votre solution et être sûr qu'il soit publié. Alors, ça a un coût. Ça a l'avantage que c'est palpable. On va pouvoir avoir l'article de manière assez sûre. Sur la partie email, on va vous recommander donc d'annoncer le lancement de votre solution. Ça peut être un mail, on peut faire un teasing avant le lancement, on peut faire un envoi numéro 1, un envoi numéro 2 avec les fonctionnalités, un envoi numéro 3 avec une offre promotionnelle. Voilà, n'hésitez pas à bien communiquer sur le lancement de votre solution. En parallèle, il peut être intéressant de faire des vidéos. C'est vraiment un média qui est très apprécié, d'avoir une bibliothèque de vidéos qui présente la solution, qui présente les fonctionnalités et qu'on peut après diffuser sur les réseaux sociaux, mettre sur votre site. Voilà. La partie réseaux sociaux, donc des posts organiques, donc faire vivre votre page LinkedIn entreprise, créer une vraie communauté autour de votre marque. Et ça, il faut compter au moins 2 posts par semaine pour qu'il y ait une vraie activité sur votre page entreprise. Donc, c'est un petit réflexe à mettre en place. Vous pouvez également rapidement référencer votre site, votre solution sur des plateformes. Donc, il y a des annuaires payants ou gratuits comme Cloudlist ou le Cercle des éditeurs, par exemple, où vous allez avoir également des plateformes SEO comme Upvisor ou GetApp qui ont des fonctionnements assez différents. Soit on est sur des coûts au clic, soit on peut aussi être sur du netlinking avec l'achat d'articles et de liens. Ce qui peut être intéressant, c'est de coupler votre lancement ou de accoler votre lancement à un événement stratégique du milieu. Par exemple, s'il y a un lancement comme le Salon Solutions, caler votre lancement à cette période-là pour pouvoir être présent sur un salon assez rapidement et faire parler de vous. Ça peut être aussi en animant une conférence lors d'un salon assez intéressant. Donc, une fois ce jour J de lancement ou le mois du lancement, ce qui va être important, ça va être de vous générer rapidement un pipe de leads. Et ça, on peut mettre en place des actions quick win. Donc, l'avantage, c'est que vous allez avoir rapidement des leads à travailler. Vos commerciaux vont pouvoir commencer à avoir des démos. Et l'idée, c'est de signer rapidement vos premiers clients. Donc, on peut mettre en place des campagnes Google Ads, LinkedIn Ads, du Meta Ads. Et comme je disais, on peut faire du Reddit, par exemple. Il y a d'autres possibilités. Penser rédaction de contenu, donc avoir un e-book, un livre blanc plus complet pour pouvoir appuyer vos campagnes sponsorisées dessus, que les gens aient des contenus à télécharger pour récupérer leurs coordonnées. Et enfin, une fois cette phase de lancement, on va parler de la partie accélération et développement. Il faut continuer vos actions marketing dans le temps, prévoir les salons auxquels vous voulez participer, anticiper la rédaction de nouveaux contenus, ne pas attendre que le premier soit devenu obsolète. Un contenu, c'est long à rédiger. Quand le premier est sorti, commencez à rédiger le second pour avoir au moins 2 contenus sur l'année et avoir un petit peu d'actu. Organiser des webinars, prendre la parole en tant qu'expert sur votre domaine ou peut-être présenter plutôt commercialement votre solution.
Vous pouvez orchestrer tout ça autour d'un calendrier éditorial. Pensez aux posts que vous voulez faire, les articles que vous voulez rédiger. Et enfin, des campagnes médias, des newsletters, des sponsors de bannières dans des articles des médias dédiés. Voilà un petit panel. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on orchestre ça dans un planning. J'ai fait un exemple de planning. Sur la partie KPI, je vais passer rapidement ce qu'Estelle, désolée, ça fait 2 fois, on a déjà parlé. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi votre lancement? Là, vous avez un pipe de lead, vous avez signé vos premiers clients et vous avez un peu de notoriété déjà, votre solution, votre marque commence à être connue. On vous recommande de mettre en place des tableaux de bord, des reporting pour suivre tout ça. Donc, soit vous pouvez mettre en place un book de reporting, soit vous avez aussi des tableaux de bord qui sont dans les outils marketing automation ou dans votre CRM qui vont pouvoir vous permettre de suivre ça. Donc, il y a la partie trafic où on va suivre le nombre de sessions, les sources d'acquisition. On va avoir la partie SEO où on va suivre votre part de visibilité sur Google, votre positionnement. La partie campagne sponsorisée, c'est important de vérifier votre ROI. J'ai dépensé 1 000 € en Google Ads, 1 000 € en LinkedIn Ads ce mois-ci. Bon, je vois que mes campagnes Google peinent à performer. Je vais déplacer mon budget sur LinkedIn. L'idée, c'est voilà, de bien d'analyser et pouvoir corriger ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et bien sûr, suivre également les conversions, le nombre de contacts, demande de contact, le nombre de démos, le nombre de téléchargements et faire des points réguliers. Ça, Charlène, tu en avais déjà un petit peu parlé. On passe à la partie onboarding. Donc, vous avez une solution SaaS, un logiciel qu'on peut acheter en ligne ou qui va nécessiter un commercial. Mais en tout cas, l'idée, c'est de penser à la facilité de souscription. Et que vous ayez rapidement des premiers clients. Donc, on peut mettre en place une offre freemium pour avoir des premiers adopteurs qui, une fois qu'ils ont adopté votre solution, ont besoin de fonctionnalités supplémentaires, ils vont passer une offre payante. On vous recommande aussi de choisir vos bêta-testeurs. Donc, quand la solution est prête à être lancée, proposer à des entreprises de votre domaine cible de tester votre solution et si possible que ce soit des influenceurs. Si par exemple vous êtes dans la finance, vous pouvez très bien demander à la DFCG ou DAFMAG, voilà, ça peut être aussi des médias. Si vous avez du réseau, des relations, proposez à ces entreprises d'essayer gratuitement votre solution et du coup d'être vos ambassadeurs. Ça vous fera du marketing plutôt gratuit et de bonne qualité. Vous pouvez aussi proposer une offre de lancement réduite, notamment dans la phase de lancement, pendant les 3 premiers mois de lancement, et pensez également, si c'est possible, une souscription en ligne facilitée via votre site web. Sur la partie onboarding, il va être important d'accompagner les gens dans l'utilisation de vos solutions, de vérifier que les gens achètent et n'utilisent pas. Il faut vraiment les accompagner dans l'utilisation. Vous pouvez mettre en place donc, une stratégie d'onboarding automatisé, de l'e-learning, des vidéos, des emails. L'avantage de l'outil de marketing automation va faciliter cet onboarding automatisé. Selon le cas, si ce n'est pas possible d'être sur de l'automatisation, pensez à avoir un Customer Success Manager dédié, si on est sur des solutions plutôt premium, de bien accompagner vos clients au-delà de la phase de projet. Et enfin, pensez dès le début à la partie fidélisation, mettre en place une newsletter, mettre en place des webinaires dédiés aux utilisateurs, organiser une fois par an un événement pour vos clients. Ce qui est intéressant aussi, Gwendoline, dans cette phase, parce qu'on parle ici d'un lancement de logiciels, c'est aussi de travailler finalement votre référencement au niveau des plateformes de logiciels comparatives. Donc, effectivement, d'inciter finalement les testeurs de votre solution et vos futurs clients à aller laisser des avis sur ce type de plateforme. Ça va vraiment être aussi un élément clé pour vous de pouvoir communiquer sur les retours des premiers testeurs, des premiers utilisateurs de votre solution, d'un point de vue aussi marketing. Et pour ce faire, c'est vrai que ça va être essentiel vraiment d'essayer d'embarquer tout le monde, d'embarquer vos équipes en interne, d'embarquer vos équipes produits, d'embarquer éventuellement vos équipes de support pour pouvoir récupérer directement
des retours de clients, de premiers testeurs, de premiers utilisateurs de la solution que vous aurez directement en contact et vraiment de les inciter à laisser un avis. C'est vraiment des retours qui sont précieux, qui vont aussi soutenir finalement toutes les actions marketing et de communication que vient de présenter Gwendoline et de pouvoir renforcer finalement le retour du bon succès de votre produit. Merci Charlène. Enfin, pour terminer sur cette partie lancement, il va être intéressant de se poser la question assez tôt sur la partie vente indirecte. Est-ce que ma solution peut être proposée en vente indirecte à des partenaires, ce qui peut être un énorme accélérateur pour développer le réseau de distribution, aller chercher des nouveaux marchés auxquels vous n'avez pas accès et bien entendu avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Vous allez pouvoir être sur une part de 40% du chiffre d'affaires qui peut être apporté par des partenaires. Mais par contre, c'est vrai que cette démarche de vente indirecte est assez longue à initier et il faut l'initier dès le début, aller commencer à créer un réseau, prendre des rendez-vous. Éventuellement, vous pouvez même industrialiser cette démarche. Pourquoi pas faire des campagnes sponsorisées sur LinkedIn. Vous êtes un ESN, vous cherchez une nouvelle solution de cybersécurité. Pourquoi pas ne pas ajouter ma solution dans votre catalogue. Vous pouvez faire du scrapping de contacts LinkedIn avec une démarche ABM, les contacter pour proposer des rendez-vous, pour présenter votre solution. Voilà, c'est une question à se poser assez tôt parce que c'est vraiment long à initier. Quelques exemples de planning d'action marketing. Donc, si on veut orchestrer toutes les idées qu'on a présentées, vous pouvez structurer de cette manière avec une phase de lancement, par exemple, sur fin d'année 2025, où on va avoir ces étapes de lancement, le communiqué de presse, les annuaires, les sites SEO, les articles sponsorisés dans les médias, initier rapidement le calendrier éditorial pour pouvoir vous structurer et vous aider à avoir noté vos idées et avancer. Faire vivre votre page LinkedIn entreprise tout le temps. Le netlinking, c'est pareil, c'est une action de fond. On ne fait pas 40 liens dès le début, on fait plutôt 2 liens par mois, tout le temps, pour avoir bien soutenir votre SEO. Des articles de blog, rentrer dans cette logique d'avoir 1 ou 2 articles par mois. C'est un exercice, on doit prendre du temps, mais ça permet d'avoir un site qui vit. Donc, on peut faire des articles de blog, plutôt SEO, ou des articles d'actualité sur la solution ou le marché. On peut initier une notion de cocon sémantique. C'est des pages un peu plus denses sur la partie SEO qui vont pouvoir positionner un mot-clé sur lequel on veut absolument être présent. Et bien sûr, penser fidélisation et donc témoignage client. Voilà. Et sur la partie Quick Win, donc rapidement, un livre blanc, un e-book, instancier rapidement vos campagnes sponsorisées type Google Ads, LinkedIn Ads, et ne pas oublier la suite. E-book pour la deuxième phase, webinar, salon, campagne média. Pensez, il n'y a pas que le lancement, il faut faire décoller votre logiciel. Et Hervé, je te laisse la parole. Merci Gwen. Du coup, pour concrétiser ou en tout cas prendre des exemples concrets par rapport à tous les propos qu'on vous a tenus, on a choisi de prendre 3 exemples. Le premier qui est bien connu dans le domaine du logiciel, qui est Penny Lane, qui est une start-up devenue licorne française et qui est venue bousculer l'ordre sur un marché très établi, celui des logiciels de comptabilité finance avec des mastodontes comme Cegid, Sage, qui étaient présents depuis longtemps, peut-être trop longtemps, et dont les produits n'étaient plus suffisamment innovants. Donc Penny Lane, c'est une plateforme vraiment tout en un de gestion financière et comptabilité. Et c'est un lancement qui est parfaitement planifié, orchestré, délivré, réussi au final, parce que c'est devenu une solution vraiment leader sur le marché. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en compte. On était sur une société qui avait des objectifs très ambitieux, comme je le disais, de bousculer des mastodontes et les levées de fonds suivies. De la levée de fonds initiale de 4 millions au départ à la création en 2020, jusqu'à des dizaines de millions dans les années qu'on suivit pour porter le développement. Là, l'expérience solide des fondateurs prenait tout son sens. Mais ce qui a été fondamental, c'est que le produit est venu apporter une réelle valeur ajoutée. Là où avant, les solutions
était vraiment très centré sur la compta, l'exécution opérationnelle. Penny Lane est venu remettre l'entrepreneur, le chef d'entreprise au cœur de la solution, en cassant les silos qui existaient et en réunissant à un seul endroit tout l'aspect suivi du compte bancaire, facturation, gestion de la comptabilité. Et ce qui fait qu'on est passé un petit peu pour les entrepreneurs, en tout cas, au départ de la solution, d'une boîte noire de la comptabilité à un logiciel qui offrait vraiment une vision temps réel, alignée, trésor, compta, facturation. Et ça, c'est un produit qui a vraiment créé une valeur importante et qui, du coup, est arrivé avec un go-to-market parfait parce que dans les années 2020, le marché porte la dématérialisation, porte la signature électronique. Les gens ont besoin de nouvelles solutions. Quand on voit l'interface qu'avaient des solutions comme certaines solutions TPE de CJ des Sedge à l'époque, on était loin des UX assez innovantes des startups. Et finalement, Penny Lane a su capitaliser sur ce go-to-market en arrivant au bon moment, en adressant un peu le désalignement entre les solutions des éditeurs historiques et les attentes du marché, et a créé très rapidement aussi des partenariats avec les experts comptables. Donc ça a été essentiel. Et puis d'un point de vue stratégie marketing et commercial, on peut souligner que les discours ont été parfaitement travaillés, la stratégie de contenu a été énorme et bien pensée. Ils avaient des campagnes multicanales, hein, ça c'est un point aussi dans les plans de lancement où quand on veut bousculer l'ordre établi, eh bien, le fait d'avoir un plan marketing multicanal, c'est vraiment essentiel. Et dès qu'il y avait un point de contact avec un prospect, il y avait une synergie avec les équipes commerciales qui prenaient le relais et qui prenaient du temps pour être proches des prospects et signer les affaires. Et ça a eu une réelle explosion. Et cette synergie marketing commerciale, ce produit, ce go-to-market parfaitement pensé, ça a permis aussi que tous les premiers clients qui faisaient le choix de cette solution ont devenu des promoteurs spontanément. Et donc, nous, on peut prendre notre exemple. En l'occurrence, la première personne qui m'a fait une démo de Penny Lane, ce n'est pas Penny Lane, c'est un dirigeant d'entreprise qui avait fait le choix de Penny Lane et qui était tellement content qu'il le disait à tout le monde. Et moi, m'avait fait une démo. Donc, ça, c'est un exemple concret, parfaitement orchestré et réussi. A contrario, on va prendre un exemple d'un échec, et à peu près dans le même domaine, puisqu'on va prendre l'échec de QuickBooks. Donc QuickBooks, ceux qui ne le connaissent pas, c'est une des plateformes leaders aux États-Unis sur la comptabilité des petites entreprises et moyennes entreprises. Et QuickBooks est arrivé en France dans les années 2015 et a mis fin à sa solution sur le marché français fin 2023. Le produit a été arrêté fin 2023. Et alors, qu'est-ce qu'on retient de ce flop total d'un leader qui arrive avec pourtant beaucoup de moyens et qui veut révolutionner le marché français? Et ça rejoint une des questions de départ sur laquelle, Émilie, je reviendrai un peu plus précisément après. Finalement, ils ont mal étudié le contexte français. Ils ont mal étudié l'adaptation nécessaire de leurs produits au contexte français. En fait, la comptabilité anglo-saxonne, elle est bien loin de certaines normes et obligations légales françaises. Et finalement, au départ, quand ils ont fait le lancement, ils l'ont fait un peu à l'américaine en disant on est leader, on va y aller. Oui, mais finalement, ils n'avaient pas fait les adaptations suffisantes pour que les Français s'y retrouvent. Et en plus de ça, on touche un process critique. La comptabilité, les déclarations qu'on doit faire tous les mois à l'administration, ce sont des process critiques. Si on ne fait pas de déclaration de TVA, eh ben, il y a une majoration, donc c'est des process critiques. Et là, finalement, le produit n'était pas suffisamment adapté, donc créait de la complexité au niveau des utilisateurs. Et en plus, le service client avait totalement été sous-dimensionné avec un support automatisé qui était très souvent en anglais et peu localisé en français. Et donc, finalement, ils se sont très, très rapidement rajouté un boulet à la cheville dans leur lancement en faisant des premiers clients des personnes qui ne se révélaient pas du tout satisfaites et qui n'étaient pas du tout des ambassadeurs. Donc, l'étape des early adopters a été complètement ratée. Et en plus, c'est bizarre pour des Américains qui sont plutôt matures en marketing, c'est que finalement, ils ont entretenu pendant des années un positionnement marketing très flou
Il voulait vraiment s'adresser à tout le monde et quand on parle à tout le monde, on parle finalement à personne parce que le message est totalement noyé dans la masse. Ils avaient des messages très très génériques, peu lisibles face à certains concurrents et finalement les promesses étaient non seulement pas délivrées, mais en plus le positionnement marketing ne répondait pas aux attentes de la cible. Et là aussi, à l'américaine, volonté de nous sommes leaders, nous arrivons nous, en terrain conquis presque. Et finalement, il y a eu peu d'interactions commerciales où à l'américaine, on peut très rapidement souscrire à un logiciel en ligne, etc., etc. Et en France, ils n'ont pas pris le temps d'avoir des équipes commerciales suffisamment disponibles pour que le process soit proche des clients et qu'il y ait une certaine réactivité. Et donc, ça s'est soldé par un échec total et la solution a été arrêtée fin 2023. Puis enfin, j'ai choisi un dernier exemple qui n'est pas forcément un lancement, voilà, merci, qui n'est pas forcément un lancement, mais une évolution qui me paraît essentielle, parce qu'elle est révélatrice aussi de beaucoup de choses qu'il faut faire parfois lorsqu'on a un produit existant, mais qu'on l'enrichit, on rajoute des fonctionnalités et qu'à la fin, le produit qui est devenu une plateforme, en l'occurrence pour Brevo, nécessite un changement profond de stratégie marketing. Et donc, je vais prendre l'exemple de Sendinblue, qui en 2023 a changé de nom pour s'appeler Brevo. Pour rappel, Sendinblue, pendant des années, ça a été créé en 2012, pendant des années, ça a été connu comme le routeur email, le bon routeur email, qui était l'alternative à MailChimp ou Mailjet sur le marché, etc. Mais finalement, en rajoutant pas mal de canaux de diffusion au-delà de l'email, en rajoutant des fonctionnalités de CRM, etc., finalement, la solution initiale était devenue une vraie plateforme de gestion de la relation client, avec la dimension CRM, marketing automation, la capacité à activer différents canaux de communication. Et cette évolution profonde de l'offre nécessitait un changement majeur. On ne pouvait pas garder le nom initial qui, dans l'imaginaire collectif du marché, portait trop de signification, embarquait trop de choses. Il fallait tout changer. Et c'est le courage qu'a eu Sendinblue en se renommant Brevo. Et ensuite, ça a été parfait au niveau de l'exécution parce qu'ils ont décidé de changer de nom. Ils ont adopté un nom qui soutenait leurs ambitions de développement international, Brevo, qui est un nom qui fonctionne bien à l'international. Et ce changement, ça permettait de changer aussi cette case produit dans l'imaginaire collectif. Brevo, ce n'était pas du tout Sendinblue, la solution d'email, mais cette plateforme globale de gestion de la relation client. Nouveau nom, nouvelle promesse produit. Et ça, ils l'ont parfaitement revu avec un discours qui a été totalement changé de A à Z. Et la valeur perçue a été rapidement essentielle et réussie, pardon. Et c'est essentiel. Et enfin, avec des ambitions de développement international, d'arriver aussi sur des marchés très saturés de plateformes de gestion de la relation client où il y a beaucoup d'acteurs de niche qui vont adresser certaines parties de la relation client. Eh bien, Brevo a eu une stratégie d'acquisition vraiment à la hauteur du repositionnement, a fait des investissements publicitaires conséquents, des communications très fortes sur le changement de nom, que ce soit en termes de publicité digitale, voire même télévision. Ils ont une stratégie d'optimisation SEO qui a été dantesque, massive, avec des contenus vraiment très diversifiés sur tous les sujets. Et en quelques mois, vraiment, Sendinblue, le bon routeur email, on n'en a plus entendu parler. On a découvert Brevo, pour certains qui n'ont pas fait le rapprochement tout de suite avec Sendinblue. Et on a découvert une plateforme de gestion de la relation client avec des axes de communication multicanal qui était parfaitement crédible et qui est devenu rapidement consulté dans la plupart des projets CRM. Et donc, pour conclure, parce que je vois qu'il est déjà 11h58, dans les 3 exemples qu'on voulait vous montrer, ce n'est pas parce qu'on est leader comme QuickBooks et qu'on a énormément de moyens qu'on va tout réussir si on rate son étude de marché et si on ne prend pas le temps d'avoir un produit qui crée une valeur. A contrario, un Penny Lane qui a beaucoup réfléchi, qui a parfaitement orchestré sa stratégie, l'a fait avec brio. Et de la même manière, un acteur établi qui à un moment veut développer, aller plus loin, se repose les bonnes questions d'une stratégie marketing avec le positionnement, le discours et la marque.
et entreprend un changement ambitieux qui a réussi pour le cas de Sendinblue à Brévaux. Et donc, je propose de traiter quelques questions, en commençant par celle d'Émilie au tout départ. Donc, j'espère qu'Émilie est restée jusqu'au bout, qui disait « Quand faire l'étude ?» Je recherche la question pour la retrouver. Recommandez-vous de faire cette étude de marché après le développement du logiciel? Et alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'un Américain, et dans l'exemple de QuickBooks, c'est parlant, la philosophie américaine, c'est « fake it until you make it ». C'est-à-dire, on va faire semblant qu'on a un produit, ça ne nous coûte pas très cher, on fait un proto rapide, il n'y a rien derrière. Et puis, si le marché répond et qu'on a des premiers clients, à ce moment-là, on développera le produit. Donc ça, c'est à l'américaine. Et les Français, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent un logiciel et après, ils se demandent s'il y a un marché, ou en tout cas, ils cherchent le marché pour lequel le logiciel l'adressera. Bon, dans les deux cas, il y a du bon et du mauvais. Nous, évidemment, les Français, on se sent plus à l'aise pour ne pas faire des promesses en l'air et avoir un vrai produit. Néanmoins, si on doit dépenser des centaines de milliers d'euros, voire des millions, et ensuite aller vérifier s'il y a un marché, c'est compliqué quand même pour les investisseurs pour le retour sur investissement. Donc nous, on recommande de faire ces études en amont. C'est indispensable pour nous de vérifier s'il y a un marché et quel sera le MVP, le minimum viable product pour la solution qu'on veut développer. Et ensuite, de maintenir ces études dans la durée pour il y avait une question aussi sur le CSM, quel est l'accueil des clients, qu'est-ce qu'ils trouvent bien, recueillir les feedbacks, c'est ce qu'on voit dans toutes les méthodes agiles de toute façon, et puis enrichir la solution pour être sûr qu'elle satisfasse les clients, que les clients deviennent des ambassadeurs, et c'est un cercle vertueux qu'on va vraiment engager. Il y avait une question aussi sur le budget, c'était Yannick et Camille ensuite que j'avais vu. Donc voilà, c'est quoi un budget réaliste? Avez-vous un ordre d'idée? C'est hyper compliqué de répondre à cette question comme ça. Lorsque vous êtes un éditeur qui développait une solution sur une niche, on va dire, par exemple, dans la dimension comptable, si on reste dans cette dimension, vous allez adresser un besoin en particulier et vous êtes sur une niche de la catégorie compta, voire même une sous-catégorie. Vos ambitions, alors, et vous êtes peut-être une équipe de 5 personnes, forcément, vous n'avez pas la levée de fonds de Penny Lane à 12 millions et vous n'allez pas pouvoir en faire des tonnes, c'est évident. Pour autant, il faut un budget réaliste pour vous faire connaître, parce qu'une fois que vous aurez appelé tout votre réseau, vos amis et vos copains qui vont être les premiers signataires de la solution, en tout cas je vous le souhaite, c'est la vente facile, et du coup au-delà, il faut se faire connaître et là il y a besoin d'un budget marketing réaliste. Donc Gwen ou Charlène, je ne sais plus, a dit qu'en dessous de 800 € à 1000 € par mois sur un canal publicitaire, on n'est pas visible, c'est parfaitement vrai. Donc, ce qui fait que si typiquement vous voulez faire des publicités un peu dans les moteurs de recherche et un peu sur les réseaux sociaux et de faire un lancement pour adresser un besoin en dessous de 40-50 000 € de budget marketing, c'est compliqué de vous rendre visible rapidement auprès de la cible. Et à contrario, si vous allez attaquer des acteurs bien établis, vous sortez un nouveau module pour lequel Sage, Cegid, Penny Lane, tout le monde propose déjà des solutions. Bon, là, si vous ne mettez pas plusieurs centaines de milliers d'euros pour vous rendre visible, vous serez inaudible en réalité. Donc voilà, donc c'est compliqué d'être visible si on a 5 000 € de budget. Voilà, là, vous ne serez pas visible. Il faudra faire beaucoup de choses manuellement, de phoning, etc. Et à contrario, à partir de 40-50 000 €, là, on arrive sur un an à faire pas mal de choses en termes de publicité digitale, de vous faire connaître, et puis de capitaliser sur chaque point d'interaction, chaque point de contact, en récupérant les contacts et en essayant d'automatiser des envois d'emails, des relances de la cible, etc. etc. J'ai une question de… Ouais. Ah pardon, t'as fini ? J'ai une question de Camille qui me parlait de pop-up. En effet, c'est assez recommandé de mettre une pop-up sur votre site web. La pop-up, elle va vous permettre d'aider la conversion. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer le dernier livre blanc ou de participer à un webinar. La pop-up, elle ne va pas vous attirer de l'audience externe. Elle est pour convertir l'audience qui est arrivée sur votre site web.
Et j'avais une question sur les quick wins. Conseillez-vous de créer des e-books, livres blancs? Est-ce qu'il faut les intégrer en tant qu'extension de campagne SIA ou alors est-ce que sera fait l'office d'une campagne SIA unique? Alors, en fait, ce qu'on recommande, c'est plutôt des campagnes en funnel. Vous allez mettre en place des campagnes orientées téléchargement. Donc, par exemple, si on parle de LinkedIn, vous allez proposer un livre blanc, un e-book en téléchargement. Et dans un second temps, vous allez faire du retargeting de ces gens-là, des gens qui ont liké qui ont téléchargé, qui ont liké, éventuellement même du retargeting de votre trafic site web pour leur proposer une démonstration. Ça vous permet d'améliorer votre ROI de campagne. Mais en effet, ça sera des campagnes différentes. Une campagne de livre blanc, une campagne de démo. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Hervé. Bon, je pense qu'on a fait le tour, puis il est déjà 12h05, donc du coup, je pense qu'on a déjà été assez complet. Bah, n'hésitez pas, si vous voulez nous recontacter, si vous avez des questions, on sera à même de répondre. Merci pour votre participation. Tous pour participation. C'était un bon appétit, bonne journée. Et bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.